Pastel FM. À la coopérative Chibani, nos aînés sont une richesse inestimable. En effet, ils ont marqué l'histoire de la France de leur empreinte indélébile. La coopérative Chibani s'engage auprès de nos seniors et propose une émission de radio qui aborde leur quotidien et leurs préoccupations. Cette émission traite de la question de l'accès aux droits, donne la parole aux Chibani et acteurs associatifs et présente les dispositifs existants dans la métropole lilloise. Que vous soyez un Chibani, une Chibania ou un aidant, rejoignez-nous tous les vendredis de 18h à 19h sur les ondes de Pastel FM 99.4. Pastel FM. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Pastel FM 99.4. Bienvenue dans l'émission Chibani, émission préparée et animée par la coopérative Chibani. La coopérative Chibani, c'est une association qui accompagne les personnes âgées de la métropole et qui est basée à Roubaix, plus précisément à la Maison des Associations, 24 Place de la Liberté. Nous remercions Pastel FM de nous accorder ce créneau l'avant-dernier vendredi du mois, et merci à Farouk à la technique, toujours présent. Nous remercions également la Fondation Abbé Pierre pour son soutien et son engagement auprès des habitants des quartiers populaires et qui nous a soutenus dès la création de l'association. Moi, c'est Khadija, je suis coordinatrice de projet au sein de l'association. Alors, la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer a lieu le 21 septembre de chaque année. La maladie d'Alzheimer touche près de 900 000 personnes en France. C'est une maladie neurodégénérative qui évolue progressivement. Elle affecte principalement la mémoire, mais également d'autres fonctions cognitives. Et ça rend bien sûr la vie du malade et de ses proches très très difficile. Avec nous pour en parler aujourd'hui, j'ai deux intervenantes, deux dames qui ont bien voulu venir témoigner de leur expérience d'aidante. Je vous remercie beaucoup d'être venues. Je vous laisserai plus tard vous présenter un petit peu si vous le voulez. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous allez nous parler de votre expérience et c'est très très important pour donner aux gens l'information, pour donner aux personnes peut-être des clés aussi pour pouvoir s'en sortir, pour savoir aussi où toquer, quelle porte toquer, etc. Alors avec nous aujourd'hui, Dalila. Je te laisse te présenter un petit peu et puis surtout nous dire un peu le lien qui te lie à ta proche qui est malade. Alors moi, comme vous avez dit, c'est Dalila. Et moi, c'est ma maman en fait qui est malade, qui a la maladie d'Alzheimer. D'accord. Très bien. Alors, on va commencer peut-être tout d'abord par le commencement. Si tu peux revenir avec nous sur les symptômes, les premiers symptômes ou le premier signe de la maladie de ta maman. Comment ça a commencé ? Ça a commencé à peu près il y a 4 ans, mais c'était très léger. En fait, ma mère, elle a commencé à plus ou moins répéter les choses. Elle répétait des choses vraies, mais elle nous les répétait plusieurs fois. Des fois, c'était 5, 6, 7 fois dans la journée. Après, on s'est dit peut-être que c'était l'ennui. Donc, on pense pas à la maladie d'Alzheimer parce que ce genre de maladie, ça touche les autres, mais pas nous. Donc, nous, on est très proches de notre maman. Donc, que ce soit moi, mes frères ou mes sœurs, on est très proches. Donc, on a tous remarqué, puis on était toujours avec elle à des moments différents de la journée. Donc après, on se racontait. Elle a dit ça, elle a fait ça. C'était, je dis mes frères et sœurs, mais il y a aussi ma belle-sœur en fait qui était très très souvent avec nous et très souvent avec ma maman. Elle passait la journée avec elle. Et elle me disait, est-ce que tu as remarqué que ta mère, elle répète beaucoup les choses ? Est-ce que tu as remarqué que ta mère, elle dit plusieurs fois, elle raconte plusieurs fois la même histoire ? Je l'avais remarqué, mais je n'ai pas pensé que c'était Alzheimer. Et après, elle se mettait très vite en colère. Et ça lui ressemblait pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et elle s'énervait très très vite. Et quand on lui disait que ça y est, tu nous l'as dit ça. Elle était excédée, ça l'énervait parce qu'on l'a reprise, parce qu'on lui a dit qu'elle l'avait déjà dit. Donc, on ne pouvait pas beaucoup parler avec elle. D'accord. Donc, il y avait un changement d'humeur, de personnalité. Surtout d'humeur, oui, d'humeur et de personnalité. Mais vraiment, en fait, c'était ça. Après, c'était... ma mère, elle était encore autonome, même quand elle a commencé à avoir la maladie. Elle sortait. Elle allait se promener toute seule ou avec ses copines et elle rentrait à la maison, c'est-à-dire qu'elle reconnaissait le chemin, elle savait où elle allait,
Mais ce qui avait changé aussi, c'est que quand on lui demandait de nous acheter, de nous faire les courses, parce que souvent elle allait au magasin du coin pour acheter des légumes ou des fruits. Et arrivée là-bas, en fait, elle revenait avec la moitié des choses et elle oubliait la moitié. D'accord. Et c'était pas du tout... c'est quelque chose qui lui est jamais arrivé auparavant? Jamais. Elle allait, elle faisait ses courses et puis voilà. Et elle revenait à la maison avec ses courses qu'elle devait ramener, ce qu'elle avait décidé de ramener ou ce que nous, on lui avait demandé de ramener. D'accord. En fait, après, ce qui nous a vraiment alertés, c'est que, comme je vous disais, ma belle-sœur, elle participe beaucoup à notre vie de famille, avec ma mère, on est très proches. Et elle venait toujours voir ma mère le matin. Ma mère, c'était une lève tôt. Elle se levait toujours tôt. 6h, 6h30, elle était déjà debout. Et là, ma belle-sœur, elle me dit, tu sais, je suis passée chez ta mère à 10h et les volets, ils étaient fermés et elle dormait encore. D'accord. Elle dormait beaucoup. Et elle ouvrait jamais les volets. Elle laissait toujours fermés. Elle restait toujours dans le noir. Elle laissait la lumière éteinte, quasiment toute la matinée. Hein. D'accord. Elle avait peur de tout aussi. Et elle commençait à avoir peur de tout. Vraiment de tout. Par exemple, fermeture de la porte à clé. Et quand on frappait à la porte, parce qu'elle laissait la clé, il fallait qu'elle regarde par la fenêtre. C'était qui? Ouais. Et c'est seulement quand elle voyait que c'était quelqu'un qu'elle connaissait qu'elle venait ouvrir la porte. D'accord. Et ces symptômes-là, ils remontent à combien d'années? 4 ans. Il y a 4 ans? Ça a commencé en 2019. Ça a commencé en 2019. Et elle avait quel âge? Non, on n'avait pas encore fait les examens. Quand on a l'IRM, on l'avait fait en été. Mais tout ça, ça a commencé vraiment début 2019. D'accord. On a fait l'IRM, elle nous a dit qu'il n'y avait rien. Ouais. Et après, voilà. Après, on s'est quand même dit. Ma belle-sœur me dit, il faut qu'on aille voir le médecin et qu'on fasse une IRM parce qu'on ne sait jamais. Et quand on est allé voir quand on est parti faire une IRM, là, on est parti voir un neurologue. Et le neurologue, il nous a dit qu'il fallait commencer par faire une IRM. D'accord. Donc on a fait l'IRM. Alors je lui dis, pourquoi vous voulez faire une IRM? Est-ce que vous soupçonnez une maladie bien spécifique? Il m'a dit oui, on soupçonne peut-être Alzheimer, parce que d'après le comportement, ce serait Alzheimer. D'accord. Donc on a pris rendez-vous, on a fait l'IRM. Et c'est un médecin en fait qui vous fait... Vous faites l'IRM, après le médecin il vient pour vous lire en fait l'IRM. D'accord. Et donc il nous a dit pourquoi vous avez fait une IRM? Et on lui a dit parce qu'on a vu un neurologue et il soupçonne Alzheimer. Il nous a dit non, jamais. Ah bon? Oui, il nous a dit c'est impossible que ce soit Alzheimer. Alors on lui a posé la question, bien sûr, pourquoi? Il dit parce qu'il n'y a pas de tache sur son cerveau. Il n'y en a aucune. Son cerveau, il est intact. Ça, c'était en 2019. D'accord. Il nous a dit le cerveau est intact, donc c'est impossible que ce soit Alzheimer. Il nous a montré les zones, en fait, où il devait avoir des taches. D'accord, donc il y a eu les premiers symptômes. Et entre les premiers symptômes et ces rendez-vous à l'IRM, il s'est écoulé combien de temps? 6 mois. 6 mois? Oui, c'était parce qu'on les a fait au mois de juin après. À peu près 6 mois. D'accord. Et vous, dans la famille, est-ce que vous connaissiez déjà la maladie d'Alzheimer? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non, on rigolait en fait. Quand ma mère, par exemple, elle oubliait quelque chose, on lui disait t'as quand même pas Alzheimer. Ou alors Alzheimer quand tu nous tiens. C'était pour rigoler, mais jamais on se serait dit qu'elle aurait pu avoir Alzheimer, parce que ma mère, c'est malheureux à dire, c'était une femme très active. Elle était toujours en train de faire quelque chose, elle était toujours coquette, elle faisait tous les marchés, elle aimait bien aller au marché, elle voyageait beaucoup avec nous, elle allait en Algérie, elle restait 1 mois, 2 mois, ça dépend, même là-bas elle sortait beaucoup. Ça a commencé progressivement à changer, c'est-à-dire que le bled, elle voulait plus y aller. D'accord. Elle soupçonnait tout le monde de faire des complots contre elle. D'accord. C'est ça avait commencé comme ça. Elle cuisinait, elle oubliait le lot dans le café. Ah ouais. Ouais, elle mettait la cafetière, elle mettait pas l'eau. Après, quand elle cuisinait, en fait, elle me demandait à moi comment elle devait faire. Attends, je vais faire ça, mais on met quoi là maintenant? On commence par quoi? Je dis pourquoi tu me demandes à moi? C'est toi qui m'as appris. Elle me dit ouais, mais des fois, tu sais, t'oublies. D'accord. Alors, on arrive au moment où vous décidez de passer l'IRM et vous dites qu'à ce moment-là, le médecin il vient vous dire qu'il n'y a aucune trace dans son cerveau, que tout est intact. Et comment, du coup, le diagnostic est posé concrètement? Il n'a pas été posé, le diagnostic. Non, en fait, il a fallu... On a laissé couler 1 an. On est parti, on est retourné voir la neurologue après avoir l'IRM. Ah d'accord. On était parti la voir aussi. On est parti voir la neurologue et on lui a dit voilà, on a fait l'IRM. Elle nous a dit non, il y a pas. Elle nous a dit exactement la même chose. Il n'y a pas de trace sur son cerveau, il n'y a pas de tache ni rien, donc ça peut pas être Alzheimer. Donc après, elle lui a fait le casque. L'électrocardiogramme, c'est ça? Voilà. D'accord.
l'encéphalogramme, je pense, voilà, c'est ça. c'est ça. D'accord. Mhm. Et donc, quand elle l'a fait, elle nous a dit que tout était nickel, en fait, qu'elle n'avait pas Alzheimer. D'accord. Mais son comportement, il commençait à changer. Il continuait à changer et à se dégrader de plus en plus. Il y avait la barrière de la langue. Elle a dit elle nous a dit en fait qu'il y avait un test à faire, mais comme ma mère, elle a oublié le français, elle l'a complètement oublié, donc elle pouvait pas le faire. Elle pouvait pas faire le test et elle dit que c'est le test en fait qui fait qu'on peut poser ce diagnostic de Alzheimer ou non. D'accord, donc l'IRM n'est pas suffisante pour poser le diagnostic. Non. On peut avoir à l'IRM un cerveau complètement normal. Oui. Si le test n'a pas été fait, il n'y a pas de diagnostic de Elle dit poser. que c'est peu probable. D'accord. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de maladies qui s'apparentent à Alzheimer. Oui, tout à fait. Beaucoup. Parce que le cerveau est très complexe. Donc, après, ils auront su diagnostiquer la maladie d'Alzheimer pour le cerveau, mais il y a plein d'autres maladies. Qu'on a fait des, on a tout fait. Ouais, après, on a pris un deuxième neurologue parce que c'est pas que sa réponse nous a pas satisfaite, c'est qu'il fallait qu'on prenne un deuxième avis parce que elle a pas su poser le diagnostic. Et lui, pareil. On a refait une IRM à 2 ans d'intervalle. D'accord. Donc en 2019 et en 2021. D'accord. Et le médecin, donc on a vu exactement le même médecin, donc on est parti dans le même hôpital, on a fait avec le même médecin, et il nous a dit ça peut pas être Alzheimer parce que l'IRM de 2019 et l'IRM de 2021, on les superpose, il n'y a rien qui a changé. Et la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui dégénère très vite. Mais du coup, ça doit être difficile aussi pour vous à ce moment-là, parce que vous comprenez pas du coup les symptômes. Qu'est-ce que... Après, comme tous les Arabes, on pense à tout. Le SHO, en fait, elle fait une dépression. On a pensé à plein de trucs. Il y a quelqu'un qui lui parle, je sais pas, peut-être qu'elle a quelque chose dans la tête et qu'elle veut pas nous en parler. Quelque chose qui la travaille, qui la tracasse, qui lui fait mal et qu'elle arrive pas à nous en parler. Non, on s'est imaginé plein de choses. On s'est fait plein de films entre ceux qui nous disent, la famille, entre frères et sœurs, belles-sœurs et tout. Bien sûr. Entre ceux qui nous disaient mais non, c'est Alzheimer, t'as pas à chercher plus loin et tout. Et les autres qui disent non, mais non, ça peut pas être Alzheimer parce que ceci, cela. On était tous en contradiction entre nous et avec nous-mêmes. D'accord. Est-ce que du coup, à ce moment-là, vous êtes senti assez informé et soutenu par les professionnels ou... Non, pas du tout. Vous a lâché un peu comme ça dans la... Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que quand on a vu le deuxième neurologue, comme il n'arrivait pas à poser son diagnostic, il nous a envoyé au CHR, il y a un service spécial en fait. Donc on a fait, et encore une fois, la barrière de la langue a fait que on ne pouvait pas faire tous les tests. Donc il y a une instance sociale qui apparaît avec nous. Elle nous a dit... elle nous a plus parlé des aides. Et le médecin, il m'a dit, écoutez madame, c'est des tests qui durent des heures et des heures. Vous devez passer la matinée à l'hôpital, la journée à l'hôpital. Et eux, ils n'aiment pas être enfermés. Et alors, ma mère, le truc qui la rendait folle, c'était de voir un médecin. Dès qu'il y a un médecin qui s'approchait d'elle, mais non, pourquoi vous me ramenez chez le médecin? Je ne suis pas folle. En fait, elle était consciente qu'il y avait quelque chose. Et pour elle, en fait, on la prenait pour une folle. Non, c'est moi, j'ai rien. C'est vous me prenez pour une folle. Vous me prenez voir les médecins. Moi, je ne veux pas y aller. Alors, c'était très difficile pour nous parce que fallait lui expliquer que non, on n'a jamais pensé qu'elle était folle et qu'elle était obligée d'aller chez le médecin. Et elle ne voulait pas y aller. C'était la misère. Quand on avait rendez-vous à 18h, on commençait à se préparer à 15h. D'accord. Alors qu'on habite à Roubaix et c'était à Lille. Et on devait y aller toujours à 2. Donc ma belle-sœur et moi, on était toujours à 2 pour les rendez-vous. C'était impossible d'aller... et arriver là-bas, elle était très virulente avec le corps médical. Que ce soit les infirmières, que ce soit les hôtesses d'accueil, que ce soit... Franchement, c'était une période très, 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 très difficile. D'accord. Et le diagnostic, tu me dis qu'il n'a pas été clairement posé. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Comment ça se passe alors concrètement? Parce que toi, ta maman, tu la présentes comme étant une malade, une malade d'Alzheimer. Donc comment se passe sans ce diagnostic? Comment vous êtes approprié un peu cette... En fait, on nous a expliqué que... clinique, voilà. En fait, on nous explique que comme ils n'ont pas trouvé de tâche, que comme il y a des tests qu'ils n'ont pas pu faire pour confirmer la maladie, ils posent ce qu'on appelle un diagnostic clinique. C'est-à-dire que son comportement,
Et en plus, son comportement, c'est même pas eux qui l'ont étudié. Ils nous ont demandé à nous, en fait, dans la journée, comment elle faisait, ce qu'elle faisait, quel était son comportement, en fait, dans la journée, comment elle réagissait à telle ou telle chose. Et par rapport à ça, ils ont posé un diagnostic clinique qui dit que elle a la maladie d'Alzheimer. D'accord. J'en profite un peu pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la barrière de la langue. Omar Samaouli, qui est gérontologue, qu'on a déjà accueilli ici, a déjà traité de cette question. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « Accompagner les malades d'Alzheimer, manuel pour les dents ». Donc c'est un manuel qui est bilingue, écrit en 2 langues, l'arabe et le français, et avec pas mal d'illustrations. Et il a mis en exergue un peu cette difficulté en fait à diagnostiquer les malades d'Alzheimer chez les personnes, enfin chez les étrangers, chez les personnes d'origine un peu étrangère. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, les malades d'Alzheimer, quand ils ont les premiers symptômes de la maladie, ils oublient complètement leur langue d'accueil en fait. C'est ça. Parce qu'elle est venue bien après la langue d'accueil. Donc c'est impossible pour eux de recevoir de passer un test avec pas mal, comme tu disais, ça dure plusieurs jours, plusieurs heures. Oui. C'est écrit en français et donc il a développé d'ailleurs tout un programme qui s'appelle Alibi pour remédier à cette question. Franchement, ce serait bien. Ouais. Alors franchement, on va peut-être marquer une petite pause musicale et on revient juste après avec mes invités Dalila, merci Dalila, et Inès qui qui ne s'est pas présentée mais qui est ici et qui est la belle-sœur de Dalila. Merci beaucoup à vous pour votre présence. On se retrouve juste après la pause musicale. Merci Farouk.
retour sur les ondes de Pastel FM 99.4. Merci à Farouk pour la technique. Bienvenue aux éditeurs, aux éditrices qui nous rejoignent. C'est l'émission Shibani, une émission proposée par l'association coopérative Shibani. Alors, nous consacrons cette émission pour parler de la maladie d'Alzheimer. Et avec nous, Inès et Dalila, qui sont venues donc parler de leur expérience d'aidante familiale auprès de leur maman, du coup, pour Dalila, et belle-mère pour Inès. Alors, on a évoqué dans cette première partie les signes, les symptômes de la maladie, et puis le diagnostic, on va dire un peu posé de manière un peu clinique, mais sans faire le texte, parce que c'était pas possible de faire le test. On va à présent, si vous le voulez bien, parler et discuter de la prise en charge de la maladie. Donc, le diagnostic est posé, votre proche est malade et pris en charge. Et concrètement, comment ça se passe? Comment ça se concrétise, cette prise en charge? En fait, au départ, il n'y a pas de prise en charge parce qu'on vous diagnostique la maladie. Et après, la première chose qu'on vous propose, c'est de l'interner, l'EHPAD. Ça, c'est la première chose. Voilà, madame, votre maman est atteinte d'Alzheimer. On a posé un diagnostic clinique. Et il n'y a pas de remède pour cette maladie, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de guérison possible. Ça, mais la seule solution pour vous, ce serait de la mettre en EHPAD. Chose que nous, on a refusé, bien sûr, jamais de la vie. Donc après, quand je pense à ce qu'on a vécu au début, c'était très difficile parce que on avait le diagnostic de la maladie et puis il faut l'accepter. Parce que du jour au lendemain, vous voyez votre mère, elle est dépendante de tout. Il faut quelqu'un qui reste avec elle la journée, il faut quelqu'un qui lui donne à manger, il faut quelqu'un qui la lave. Et puis c'est, en fait, je sais pas si on peut dire ça, mais vous avez l'impression en fait qu'elle est morte. Parce qu'elle a pu aucune émotion. Ma mère, elle avait aucune émotion. Je vais vous raconter une anecdote. D'ailleurs, on a été choqués. En fait, mon frère a fait un infarctus. Ma mère, ses enfants, c'est ses yeux. Ça a toujours été ses enfants, ils passaient avant tout. Et donc, on nous a appelés pour nous dire qu'elle a fait un infarctus. Ils l'ont pris à l'hôpital en urgence. On est partis à l'hôpital. Ma belle-sœur et moi, et mon autre belle-sœur, donc la femme de mon frère, on est en train de faire les 100 pas dans le couloir et ma mère, elle était assise. Aucune émotion. Elle avait le regard vide. Et après, quand ils ont ramené mon frère dans le lit, là, dans le brancard de l'hôpital, dans le lit, parce qu'il avait opéré. Et ma mère, elle a... On pensait qu'elle allait réagir. Ouais, on pensait. Nous, on s'est dit, quand elle va le voir comme ça dans un lit d'hôpital avec une blouse et tout. Peut-être que ça va la faire réagir. Parce que vous attendez les moindres petits détails, en fait, qui vont faire que peut-être qu'elle va redevenir normale, peut-être qu'elle va reprendre ses esprits. Mais non. Ça, c'est un truc qui, pour nous, ça n'est pas encore arrivé. Et après, quand elle a vu mon frère, elle n'a rien fait. Elle n'a eu aucune émotion. Après, je lui ai dit, regarde. Après, elle s'est levée, elle l'a embrassé, voilà, elle l'a suivi dans la chambre. Et là, on était anéantis. Anéantis. Parce à ce moment-là, il y a une grosse prise de conscience, en fait. Exactement. On s'est dit, si elle n'a pas réagi à ça, il n'y a rien qui va la faire réagir. Donc après, je vous dis, ils nous ont dit, il faut la mettre en EHPAD. Non, mais quand on est rentré chez nous, c'était difficile parce qu'on ne savait pas par où commencer. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et puis nous, tout le monde travaille, tout le monde est marié, tout le monde travaille. Mais on dormait quand même avec notre mère, même si on était mariés et même si on travaillait, chacun notre tour, on dormait chez elle. En fait, tous les soirs, il y avait quelqu'un qui dormait avec elle. On mangeait avec elle et on dormait avec elle. Donc elle n'était jamais toute seule, même quand elle était bien, quand la maladie n'avait pas encore fait. Et alors, on était livrés à nous-mêmes. D'accord. À part l'EHPAD, ils ne vous proposent rien du tout. Donc il n'y a pas eu d'information sur ne serait-ce que de l'information en fait sur la prise en charge, sur les aides. Vous devez aller dans des réunions. Après, ils vous donnent des brochures. Là, des brochures, ils vont vous en donner plein. Et après, vous devez aller. Alors, ils vous demandent à vous de vous faire aider, les aidants, de vous faire aider par des professionnels parce que c'est pas facile à accepter. Mais vous n'avez pas le temps. Parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez tellement de choses à faire. Nous, par exemple, j'ai mes deux frères. Il y en a un qui a une société et il fait travailler mon autre frère. Celui qui a la société a dit à mon autre frère, écoute, reste le matin toi avec maman. Tu vas pas travailler le matin, je te donne quand même ton salaire. Il n'y avait quasiment pas le choix en réalité parce qu'on n'avait personne.
Donc lui, mon frère, il restait avec elle le matin. Après, il allait travailler l'après-midi. Et mon autre frère, il venait, il restait l'après-midi. Après, c'était moi qui prenais le relais. Quand je terminais le travail, je venais, je reprenais le relais. Entre-temps, il y avait ma belle-sœur qui venait et tout ça. Et après, il fallait s'occuper d'elle, faire à manger. Après, tellement on avait peur de ce qui se passait, on restait très souvent ensemble. On arrivait, on n'arrivait pas à laisser une seule personne s'occuper d'elle parce que c'était pas facile. Donc il y a toute une organisation familiale qui s'est mise en place. Oui. Et c'est quelque chose que vous avez discuté non, au sein de la famille ou c'est vraiment de manière naturelle? Il n'y a pas de formalisation en fait, il n'y a pas un agenda avec des... Non, pas du tout. C'est venu tout à fait naturellement. Et vous êtes combien dans la famille? On est 6 enfants. 6 enfants? Oui. D'accord. Combien de filles et combien de... On est 3 filles et 3 garçons. Ah oui, pour le coup, là, c'est la parité totale. Exactement. Après, on a une sœur qui habite pas ici, qui habite à Lyon. Et on a un grand frère qui est beaucoup plus vieux que nous, donc on l'a pas trop sollicité. D'accord. On n'a pas voulu trop le solliciter. Après, donc en fait c'est plus mes 2 frères et moi qui nous occupaient de notre maman et ma belle-sœur, franchement, elle nous aide beaucoup. On est passé par une période très difficile et une période que je souhaite à personne parce que en fait ma mère a eu des excès de colère. Et des excès de violence. D'accord. C'est-à-dire que même nous, elle ne nous supportait pas. On était avec elle, mais elle ne voulait pas rester avec nous. Et elle ne voulait pas rester à la maison. Tout ce qu'elle voulait, c'était sortir. Aller où? Elle ne savait pas, mais il fallait sortir. Donc, on était obligé de la laisser sortir et de la suivre. Elle sortait peut-être 5 minutes, 10 minutes. Mais sur le coup, c'était très violent parce il fallait absolument la laisser sortir. Donc, presque c'était la bagarre. Sinon, on voulait pas. On a entendu plein d'histoires. Ouais, il y a quelqu'un qui a Alzheimer, il est parti, il a traversé la rue, il s'est fait renverser par une voiture, il est mort. L'autre, il a pris sa voiture, il a pris l'autoroute en sens inverse. Et plein de choses comme ça. Et après, vous prenez que les... Parce qu'Alzheimer, il n'y a que des mauvaises histoires, il n'y en a pas des bonnes. Il n'y a que des mauvaises histoires. Il n'y a jamais personne qui va vous dire, moi, ma mère, elle a Alzheimer, mais elle a fait ci. Non, c'est que des mauvaises choses. D'accord. Donc voilà, on a après... Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Ça peut être des difficultés au niveau de la prise en charge par des professionnels ou des difficultés même, vous, en fait, relationnelles. Comment vous avez négocié cette nouvelle relation, en fait, que vous avez dû mettre en place avec votre mère? Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais l'impression qu'elle était... qu'il y avait quelque chose d'autre qui devait se passer, en fait, qu'il y avait une autre relation qui devait se nouer. Comment ça s'est fait, ça? En fait, on a dû faire un gros travail sur nous-mêmes. Parce que, alors, le fait de la voir comme ça nous peinait. Mais ça nous stressait et on était en colère. Et tellement on était en colère de cette maladie que, même elle, des fois, mais des fois on était en colère contre elle. Parce qu'elle faisait des choses qui ne lui ressemblaient pas et auxquelles nous, on n'avait pas de solution. Et donc, on était perdus parce que professionnellement parlant, il n'y a personne qui vous aide. À part vous proposer l'EHPAD, il n'y a rien. Ou alors, si, ils nous ont proposé des médicaments pour la shooter. Des médicaments très très forts. Il faut donner ça 4 fois par jour. Comme ça, vous êtes tranquille. Elle va dormir toute la journée et puis voilà. Donc après, vous êtes confronté à vous-même. Il n'y a personne qui peut vous aider. Personne. Si vous entendez pas entre frères et sœurs ou dans la famille, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Parce qu'une seule personne, elle ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui a Alzheimer. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a un aidant qui a été désigné au sein de la famille, qui a le statut d'aidant ou pas du tout? Oui, longtemps après. Ouais, longtemps après, on avait fait... Ils nous ont demandé, 2 ans après, ouais. Ils nous ont expliqué en fait que parce que après vous faites des recherches par vous-même. En fait, le déclic c'était que ma mère pendant 3 jours, elle n'a pas voulu manger. Elle prenait les compléments alimentaires, c'est tout. D'accord. Mais elle voulait pas la nourriture, elle voulait pas manger. Elle était, je sais pas, elle voulait pas d'aborder, elle voulait pas rester à la maison et elle voulait pas manger, même boire, elle voulait pas boire. Et nous, elle voulait pas qu'on reste avec elle. D'accord. C'était une période. Et ça, c'était pendant une seule et même période, tout ça? C'était pendant une seule et même période, ouais. Et ce samedi en question, ma soeur était restée avec elle l'après-midi et elle a fait une grosse crise de nerfs, ma mère. Mais vraiment, elle a tout cassé dans la maison.
Et ma soeur, comme elle n'avait pas l'habitude, elle-même, elle est partie se cacher, en fait. Ouais. Parce que, et après, mon frère il m'a appelé, j'étais au travail. Il m'a dit, voilà, maman, elle est comme ça et tout. Je dis, écoute, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu pendant 3 jours. Appelle le SAMU et puis on verra. Donc, elle a été hospitalisée. Parce qu'ils ne connaissent rien. En fait, ils ne savent pas traiter la maladie. Et donc, ils n'ont aucune alternative. À part les médicaments qui shootent. À part les médicaments qui shootent, ou alors attacher le malade, parce que comme ils ne veulent pas être à l'hôpital, ils sont très très énervés. Et elle est restée à l'hôpital pendant 10 jours. Mais ils n'ont rien fait. En fait, ils l'ont gardée, mais ils n'ont rien fait. Moi, je pensais que pendant la journée, tous les jours, on voyait le médecin pour lui demander qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez trouvé. Non, rien. On a fait une radio. Bon, c'est bien, ils ont fait des prises de sang, elle n'a rien. Ils ont fait des radios, des poumons, machin et tout, elle n'a rien. Alhamdoulilah. Ça, c'était déjà une bonne chose. Mais il n'y a rien d'autre. Et c'est là qu'on a rencontré l'assistante sociale. Ça a changé notre vie. D'accord. On a rencontré l'assistante sociale. Et ça, c'est dans quel cadre? À l'hôpital? À l'hôpital, à l'hôpital Victor Provost. D'accord. Donc, l'assistante sociale vient nous voir et c'est elle qui nous explique. C'est une femme très gentille. Et elle nous explique qu'il y a un centre et ça s'appelle le centre cognitif. Et alors, à l'os au Bourdin. Elle dit que ce centre, en fait, ils vont analyser le comportement du malade. C'est-à-dire qu'ils vont voir à quel moment la personne a des crises, quelle crise, et ce qui déclenche, en fait, ces crises-là. D'accord. Et elle nous a dit, c'est une espèce avec 10 personnes. Il n'y a que 10 personnes dans le service. Il n'y a que 10 malades. Il n'y a que 10 malades, ouais. Et elle dit que le malade, il doit rester là-bas pendant 1 mois. Ok, donc il reste en observation. Il reste en observation pendant 1 mois. Et ce centre-là, auravant, il n'y a personne qui vous en a parlé? Personne nous en a parlé. Non, personne. Même pas les professionnels qu'on a vus, les professionnels d'Alzheimer qu'on a vus, on va dire les professionnels du cerveau qu'on a vus au CHR et tout. Il n'y a personne qui nous en parlait. C'est elle la première, en fait. Elle nous a dit que c'était très difficile d'avoir une place, par contre, parce qu'il n'y avait que 10 lits. D'accord. Et elle dit que la journée, ils analysent en fait le comportement. Et c'est minimum 1 mois d'hospitalisation. Et pendant la première semaine, vous ne pouvez pas voir le malade. Ni parler avec lui au téléphone, ni aller le voir, ni rien du tout. Donc nous, ça nous a fait beaucoup réfléchir. On ne voulait pas... c'est dur de confier sa mère comme ça c'est surtout pendant une semaine. Nous, on se disait en fait que nous, ses propres enfants, on avait du mal à gérer tout ça. Alors des étrangers, mais on se met pas dans la tête en fait que c'est des professionnels qui vont... Parce que c'était tellement difficile pour nous, alors que nous, on l'aime, c'est notre maman, et on n'a pas réussi à faire face. Alors des gens qui la connaissent pas, comment ils vont faire face? C'est ça qu'on n'arrivait pas à se mettre dans la tête. Et après, elle nous a dit, franchement, non, faut le faire, essayez de trouver une place et tout. Si vous trouvez une place, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Et après, ma belle-sœur, elle a appelé plusieurs fois. Et franchement, on a eu une place peut-être 4 jours après. 4 jours après, on a eu une place. C'est quoi les démarches, Inès? Tu peux nous dire? Il suffit juste d'appeler. C'est l'hôpital, en fait. Ah, ils se mettent en lien. C'est quand elle a été hospitalisée, en fait. D'accord. Donc, quand elle a été hospitalisalisée à l'hôpital de... Donc, eux, ils ont fait une note D'accord. À l'hôpital, ils l'ont envoyé directement. Ils ont fait une note et après, nous, on appelle. Okay. Appel sur appel. Très bien. Je précise pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui sont peut-être dans ces situations-là. Donc voilà, y a pas, quand les hôpitaux les 2 centres se mettent en lien, il n'y a pas de démarche à effectuer si ce n'est le coup de fil. Voilà, exactement. D'accord. Et donc la place est libérée au bout de 4 jours. 4 jours, ouais. 4 jours. Elle est sortie du vendredi de l'hôpital et on a eu une place le mardi. Et en fait, elle devait être là-bas à 10h. À 10h. Et c'est toujours moi qui vais avec ma mère. Et là, je ne pouvais pas. Je lui dis, Inès, je ne peux pas moi accompagner ma mère à l'hôpital et tout. Surtout que je ne pourrais pas aller la voir pendant une semaine et tout. Alors, elle me dit, moi non plus, je ne peux pas. Et je dis, c'est tout, Inès, s'il te plaît, tu n'as pas le choix et tout. Comme moi, je ne peux pas, c'est toi qui vas y aller. Ouais. Donc, on a préparé ses affaires et tout. Et c'est Inès qui l'a déposée. Alors, elle a pleuré toutes les larmes de son corps toute la journée. On était malades rien que de la déposer à l'hôpital, en fait, malgré tout ce qu'on subissait. Hein. Et après, on pouvait la voir qu'1 heure, 2 personnes. Au bout d'une semaine, c'était 2 personnes, 1 heure. Et c'était pas tous les jours. Il fallait réserver les créneaux. D'accord. Mais nous, on réservait tous les jours.
Et ils nous Vous ont dit... faisiez à chacun votre Voilà, tour. et ils nous ont Après, dit on c'est s'est pas fait bon, engueuler, ils nous ouais. ont dit faut pas le faire et tout ça, mais on le faisait. Ouais, on était obligés parce qu'on n'arrivait pas, c'était pas possible. Et donc elle est restée 1 mois à l'hôpital. Elle s'est fait des copines. Et puis franchement, il s'est occupé très bien d'eux. Il fêtait des anniversaires et tout. Mais quand au bout de la première semaine, on est allé la voir, tu te rappelles? Quand on est allé la voir, elle était trop contente de nous voir. Ah, vous êtes là. En fait, elle savait qu'on était ses proches. Elle savait qu'on lui avait manqué, mais elle n'arrivait pas à dire qui vraiment on était, sauf quand moi j'ai été. Quand moi j'étais, elle m'a dit Dalila, t'es là. Et après, elle a commencé à me prendre dans ses bras et tout. J'ai dit impossible que je la laisse. Et au point, on a fait ça. On est quand même allé la voir quasiment tous les jours, tous les jours pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Et quand elle est sortie, elle était transformée. Méconnaissable. Méconnaissable. Wow. Très gentille, très calme. Il n'y avait plus les disputes qu'elle voulait sortir, machin. Tout ça, c'était terminé. D'accord. Et depuis... Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est... Ouais. D'accord. Depuis, alhamdoulilah. Et à ce moment-là de la prise en charge, ta maman, elle te reconnaissait encore et toi, Oui, Inès, elle te... oui. D'accord. Ouais. Elle savait mettre encore les prénoms oui. sur... En fait, jusqu'à maintenant, ma mère, elle le reconnaît, les gens qu'elle a toujours l'habitude de voir. Moi, des fois, quand je vais la voir tous les jours. Tous les jours. Mais des fois, je lui dis, je suis qui? Quand elle me voit, elle est contente de me voir. Elle sait que je suis une proche. Elle m'embrasse. Bon, c'est vrai que des fois, elle tourne la tête, elle me calcule pas, mais elle m'embrasse. Ou bien elle me dit, t'es là et tout. Mais quand je lui dis des fois, je suis qui? Elle n'arrive pas à me répondre. Ouais, d'accord. Et quand on dormait avec elle, quand c'est moi qui dormais avec elle, elle demande après mes frères. Et quand c'est mes frères qui dormaient, elle demande après moi. D'accord. Elle appelle toujours ses enfants. En fait, elle appelle toujours ses enfants. Après, non, Elle reconnaît plus là. elle ne reconnaît plus. Là, au stade actuel, elle a quel âge, votre... 72 ans. 72 ans. Les médecins nous ont dit que c'était très jeune pour la maladie d'Alzheimer. Mais là, au centre où elle était, il y avait une dame. 50 ans. Elle avait combien? 50 ans. 50 ans, ouais. 50 ans. Ouais, 50 ans. 50 ans, ouais, miskina. Waouh, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très, 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 très riche. Merci vraiment beaucoup de venir témoigner de ce parcours, de cette expérience. J'en perds un peu les mots parce que je suis très émue. On va faire une petite pause musicale. Merci Farouk, on revient juste après. وان شاء الله تكوني حلالية وانتي ليا يا ايوانا ليك للروح وجيبوها ليا عمري الموت عليك وان شاء الله تكوني حلالية انتي ليا يا ايوانا
يا نايا نحبك يا غير عاولي وزيدي عليا مادامكي معايا حاجة ما تخصك غير قوليلي والباقي عليا يا تعرفي يا نايا نحبك يا غير عاولي وزيدي عليا عمري الموت عليك وان شاء الله تكوني حلاليا وانتي ليا يا وانا ليك دير روح وجيبوها ليا عمري الموت عليك وان شاء الله تكوني حلاليا انتي ليا يا وانا ليك دير روح وجيبوها ليا De retour sur les ondes de Pastel FM 99.4, nous sommes à l'émission Chibani, une émission proposée et animée par l'association coopérative Chibani. Alors aujourd'hui on parle de la maladie d'Alzheimer et on donne la parole à Dalila et Inès, deux aidantes familiales. Pour l'une c'est sa maman et pour l'autre c'est sa belle-mère. Merci beaucoup Dalila et Inès pour votre présence ici sur sur les locaux de la radio Pastel FM. On a parlé donc des symptômes et du diagnostic. On a évoqué également la prise en charge du malade et l'organisation que vous avez réussi à mettre en place. On va peut-être faire une petite dernière partie sur vous en tant que personne qui avait vécu de très très près la maladie, peut-être des conseils à donner. Voilà, on va profiter de votre expertise et les auditeurs et les auditrices vont en profiter également. Dalila Inès, je commence avec cette première question. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des personnes qui sont confrontées à la maladie ? Le premier conseil, c'est d'être soudés entre vous parce qu'une seule personne ne peut pas confronter un malade de Alzheimer. C'est impossible. Parce que, alors physiquement parlant et mentalement parlant, c'est impossible. Surtout quand c'est un proche, parce que c'est la maman. Moi, personnellement, c'est ma mère qui est malade. Donc déjà, avoir sa maman malade, voir l'état de sa maman se dégrader, ça fait mal. Alors devoir s'en occuper toute seule, c'est pire. Après, on ne tient pas le coup. Moralement, on ne tient pas le coup. Le moral, il en prend un coup et le physique, il en prend un coup également. Donc, il faut vraiment, vraiment tous vous entraider. Accepter la maladie aussi. Accepter déjà la maladie. Commencez déjà par l'accepter. Une fois que vous avez accepté la maladie, il faut vous aider entre vous. Vous n'êtes pas obligé de passer des matinées et des après-midi et des soirées avec le malade. Mais il y en a un qui vient pendant 2 heures, l'autre qui vient pendant 3 heures, et ainsi de suite. Comme ça, tout le monde fait un roulement, chacun reste et il n'y a personne qui va tout prendre sur lui en fait. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu avais 3 frères et 3 sœurs. Les frères également s'investissent auprès de ta maman. Je pense que c'est important aussi de le souligner parce que généralement, c'est souvent la fille qui est, on va dire, désignée pour ce genre de tâches, etc. Vrai. Donc, est-ce que tu peux aussi en parler de ce partage de tâches un peu En fait, nous, au départ, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a un de mes frères qui restait toute la matinée. Mon autre frère, il restait l'après-midi. Et après, moi, je prenais un petit peu la relève. Si c'était à mon tour de dormir, je restais jusqu'au lendemain. Et si c'était à mon frère de dormir, chacun, il venait dormir avec elle. C'était ça, en fait, le roulement. Après, on a fait un dossier à l'APA. Et l'APA, ils nous ont donné, en fait, des heures. Et donc, vous avez 2 choix. Soit vous choisissez une personne que eux envoient en fait, et là c'est 22 € de l'heure, mais vous n'avez pas beaucoup d'heures. Soit vous choisissez un aidant familial, et là vous avez un peu plus d'heures. Nous par exemple, on a eu 96 heures par mois. D'accord. Donc on a désigné ma belle-sœur, c'est elle qui vient le matin. Mais on a quand même dû prendre quelqu'un l'après-midi parce qu'on n'avait pas le choix. Comme tout le monde travaille, donc la personne elle vient de 13h à 17h30. Comment gérez-vous en fait la fatigue physique et émotionnelle liée à ce rôle d'aidant ? Parce que là on a désigné, vous avez désigné Inès comme étant l'aidante familiale directe, mais voilà, toi aussi tu l'es. Comment vous gérez en fait cette fatigue ? Est-ce que déjà vous l'exprimez entre vous ? Est-ce que au départ on a honte de l'exprimer parce que c'est comme si on se plaignait en fait de prendre soin de notre maman. Donc on peut pas.
on peut pas parce que à chaque fois qu'on va pour se plaindre, en fait, on se rappelle que elle nous a porté pendant 9 mois, qu'elle nous a veillé quand on était petit, qu'elle a pleuré quand on était malade, que tout ça, qu'elle restait des nuits entières debout parce que un de ses enfants était malade. Alors on peut pas en fait, on n'a pas le droit de se plaindre. Et puis après, c'est humain. Bien Tout sûr. le monde se plaint. Et une fois qu'on s'est plaint, on revient là-dessus tout de suite parce que c'est pas normal en fait de se plaindre c'est pas normal de se plaindre de s'occuper de sa maman. Parce que je connais pas moi beaucoup de mamans qui se plaignent de s'occuper de leurs enfants. Donc je pense pas que nous aussi on a le droit. On était très fatigués parce que je vous ai dit on a eu des moments très difficiles où elle dormait pas de la nuit. Et on veillait avec elle parce qu'on peut pas la laisser comme ça toute seule. On prenait à la rigolade aussi. Ouais, on rigolait beaucoup. Mais parce que, encore une fois, parce qu'il n'y avait pas qu'une seule personne qui restait avec elle. Moi, par exemple, pendant le ramadan dernier, c'était pas celui-là en 2023, le ramadan 2022, c'était le pire ramadan de toute ma vie parce que ma mère ne dormait pas du tout. Et elle était, comme je vous ai dit tout à l'heure, agressive. Quand elle ne me laissait pas dormir, j'appelais ma belle-sœur, je dis Inès, vas-y viens parce que ta belle-mère elle veut pas dormir. Et on restait ensemble jusqu'à des 3h, 4h du matin, jusqu'à ce qu'elle s'endormait. Mais elle nous faisait des sketchs en fait. Après c'était marrant parce qu'elle nous faisait des drôles de trucs. Et c'est pour ça qu'on prenait ça à la rigolade après. Mais si j'étais toute seule, et ça m'est déjà arrivé d'être toute seule avec elle, je pleurais toute la nuit parce que j'étais fatiguée et parce qu'elle me laissait pas dormir et parce que je ne pouvais rien faire pour la calmer. C'était atroce. Alors, avec votre expertise, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, faire pour une prise en charge idéale de la maladie ? Vous êtes dans cette situation-là et avec l'expérience, ça fait des années maintenant que vous êtes confronté à la maladie. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Sincèrement, je pense pas qu'il y a de prise en charge idéale. Parce que quand c'est votre papa... Enfin, pour moi, après, je sais pas les autres personnes comment elles pensent, mais pour moi, je peux pas laisser ma mère... c'est ma mère qui est malade, mais même si ça avait été mon père, je peux pas laisser ma mère avec quelqu'un, la même personne toute la journée, qu'elle se débrouille avec elle, et puis c'est pas possible. Donc il faut absolument être là. Il faut absolument être là. Il faut absolument. Nous, on fait des repas chez ma mère, tous les frères et sœurs, les belles-sœurs, les beaux-frères, les petits-enfants et tout ça. Ma mère, elle est là, elle tourne. Meskina, elle sait pas ce qui se passe, mais elle est là. Elle est là et on est là et on la voit. Et encore, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est ils ont besoin de beaucoup d'amour. Beaucoup. Alors, il faut leur montrer que vous les aimez. Il faut leur faire des câlins. Il faut les toucher. C'est ça. Parce que... Et surtout, ne pas avoir honte de la maladie. Nous, on n'a pas eu honte. Dès que quelqu'un nous demandait, ta mère... Parce que ma mère, je vous ai dit, elle allait au marché, elle allait faire ses courses, elle était... J'imagine qu'elle avait beaucoup de connaissances aussi. Elle avait énormément de connaissances. Et donc, ça fait que quand on croisait les gens, ils nous demandaient, ta mère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Nous, on n'avait pas honte de dire qu'elle a été diagnostiquée Alzheimer. On le disait. Les gens, c'est vrai qu'ils étaient choqués parce qu'ils la connaissaient. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'une femme aussi active ait Alzheimer, malheureusement. Et puis après, on ne l'a jamais caché. Que ma mère avait Alzheimer, on l'a jamais caché. On continue à sortir notre mère, on continue à aller à Auchan avec elle, à la prendre au marché et tout ce qui s'ensuit. Et après, quand elle a décidé de ne plus sortir, quand les gens voulaient venir la voir, on leur disait marhaba. Venez. Après, il y a des gens qui n'acceptaient pas. On ne sait pas pourquoi. Il y en a quand ils venaient, elle leur demandait de partir. Elle ne voulait pas qu'ils restent avec elle. Il y en a, elle était très contente de les voir. Donc, ils venaient, ils gassrou ma'aha, ils gassrou ma'ana. Mais voilà, après, il ne faut pas isoler la personne. Il ne faut pas l'isoler ni de sa famille, ni de ses amis, ni des gens, ni celui qui veut venir la voir, marhaba. Vous ne savez pas ce que la personne peut lui apporter. Exactement. Donc, il faut laisser la personne qui veut la voir, vous la laissez venir la voir. Et vous, surtout vous, si vous avez un membre de votre famille qui est malade comme ma maman, il faut l'aimer, lui montrer que vous l'aimez, lui faire des câlins, et puis ne jamais le laisser. C'est ça. D'accord. C'est quoi vos motivations ? Qu'est-ce qui vous pousse à vous occuper de votre mère comme ça ? Parce qu'on pourrait très bien, et tu l'as dit tout à l'heure, Dalila, vous travaillez tous, vous avez tous des enfants, vous êtes tous occupés, on sait très bien comment la vie elle est dure, comment la vie elle est, le temps il court, on court tous après comme ça le temps. Oui. C'est quoi cette motivation en fait ?
C'est maman. C'est parce que c'est la maman et la maman, il y en a qu'une, c'est une obligation. Après, on va pas commencer à parler de religion ni rien, mais moi, j'ai toujours dit à mes frères, en fait, on est en train de faire pour maman ce qu'elle a fait pour nous. On la veille, on la lave, on lui donne à manger, on lui fait des câlins. Et c'est ça en fait. Et c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire. Parce que si ses propres enfants ne le font pas, qui est-ce qui va le faire en fait? Personne. Et c'est la maman, elle était obligée aussi. On dit la maman, pourquoi? Parce que le papa, il fait pas la même chose. Mais la maman, elle n'avait pas d'autre choix que de se lever la nuit pour ses enfants, surtout chez nous les Arabes. Elle n'avait pas le choix que de se lever pour ses enfants quand ils sont malades. Elle les veillait. C'est elle qui se levait le matin pour les préparer, tout ça. Et le père, il y a des pères certainement qui le font. Mais quand on pense à ça, c'est le devoir de la maman. Et nous, c'est notre devoir. En tant qu'enfant, c'est notre devoir de prendre soin de nos parents, que ce soit le père ou la mère, de prendre soin d'eux, d'être avec eux, de les accompagner, de les aimer, de tout faire pour eux, en fait, sans limite. Mais vraiment sans limite. Et est-ce qu'il vous arrive encore, parfois, dans les journées que vous passez avec votre maman, d'avoir des moments où vous avez une relation normale, entre guillemets, même s'il n'y a pas de normalité dans la maladie, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe et qui vous replonge un peu dans le passé? Ah oui. Elle a ces moments-là. Comme je vous disais tout à l'heure, quand par exemple, ma mère, elle déambule toute la journée, elle marche. Alhamdoulilah ya Rabbi, elle marche toute la journée. Et des fois, elle s'arrête et elle vient et elle nous prend, elle nous embrasse. Mais elle ne fait pas un bisou, voilà, 2 bisous, c'est 10, c'est 15. Elle ne nous lâche plus. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que c'est elle, en fait, où elle nous a reconnus. Des fois, elle vient, elle nous prend la main et elle embrasse comme ça notre main. Et là, on sait que c'est elle qui est là. Des fois, elle nous touche le visage. Elle passe ses mains comme ça sur notre visage. On sait qu'elle est là. En fait, on sait que c'est elle. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que on sait qu'elle est malade. On sait qu'elle a Alzheimer. Elle n'a pas toute sa tête. Mais moi, personnellement, j'ai toujours espoir. J'ai toujours espoir qu'un jour, ma mère... Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais ça m'aide beaucoup. J'ai toujours espoir que ma mère, un jour, elle va se réveiller et puis qu'elle va être normale. Ce sera ma mère d'avant. Et parce que avec la maladie, on ne se rappelle plus de comment elle était, en fait. On a tellement... Pardon. C'est pas facile. Non. Si cet espoir te permet de... Ouais. De te raccrocher, c'est pas... Ouais, franchement, parce que j'arrive plus à savoir ma mère, comment elle était avant. En fait. C'est la maladie qui a pris le pas et oui, elle a pris le dessus, elle a changé tant mentalement que physiquement. Même son physique a fortement changé, on dirait. Elle a perdu énormément de poids. Ah ouais, elle a maigri, ses cheveux sont tout gris alors qu'avant... dès que ses cheveux gris sortaient un petit peu, elle se faisait une couleur. Elle veut plus s'habiller. C'est nous qui l'habillons, mais on a fait en sorte qu'elle ait des belles robes, que on n'a pas laissé en fait. C'est pas parce qu'elle est malade qu'on va au contraire. Et voilà. Après, quand vous voyez comment elle était et comment elle est devenue, c'est vraiment un choc. Alors cet espoir, moi, il me permet de tenir. De tenir et de faire face, parce que c'est pas... se dire que ça y est, c'est fini, que elle redeviendra... Des fois, je me dis, mais en fait, ma mère, c'est comme si elle était morte. Mais après, je m'en veux de dire ça, parce que je me dis, non, peut-être qu'un jour... des fois, quand je dors, je m'imagine, en fait, que le lendemain, je vais me réveiller et je vais venir et ma mère, elle sera comme avant. Je vais la trouver dans la cuisine, en train de cuisiner, où elle va me parler, elle va me raconter quelque chose de sensé, de logique. Et est-ce que vous avez déjà pensé à peut-être vous faire accompagner par des professionnels pour mieux appréhender la maladie, mieux l'accepter? Ou pour vous, c'est quelque chose, vous n'avez pas le temps, ou c'est quelque chose qui est pas... On est devenus professionnels. Ouais, exactement. En fait, nous, on a tellement fait que maintenant, il n'y a personne en fait, qui peut nous aider. Parce que ça y est, notre vie, elle est calquée sur la sienne. Par exemple, moi, je vais partir en vacances, là. Je les prépare, mais longtemps à l'avance. Il y a plein de choses que je dois faire avant de partir en vacances, en fait, mais pour elle. Et je pars jamais l'esprit tranquille, sauf cette année
Parce qu'il y a une dame, en fait, je vous ai dit qu'on était obligé d'employer quelqu'un au noir et tout, et on a trouvé une dame extraordinaire. Et franchement, alhamdoulilah, je vais pouvoir partir l'esprit tranquille. Et c'est important. Merci beaucoup pour ce témoignage. La maladie d'Alzheimer marque un tournant dans la vie du malade et de ses proches. Ce tournant, Inès et Dalila nous ont permis de mieux le comprendre. Leur témoignage et leur expérience de la maladie est un puits d'informations inestimable. Nous espérons qu'il aidera les auditeurs et les auditrices qui vivent de près ou de loin cette maladie. Surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dalila, ne restez pas seuls. Il y a des structures qui existent, des organismes spécialisés dans l'accompagnement du malade et des aidants. Il y a des aides également qui existent. Et je pense notamment à la Maison des aidants qui est située pas très loin de la gare et qui, ne serait-ce que pour avoir des informations, pour pouvoir avoir le choix en fait, de décider ce que vous allez faire. Merci beaucoup, je suis vraiment reconnaissante de votre présence ce soir. Merci d'être venu nous livrer votre expérience, votre expertise. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour votre maman. Vous pouvez être très fiers de vous. Moi, je le suis en tout cas, mais voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je voulais remercier Farouk à la technique. Merci Farouk. Et merci toi Khadija de nous avoir invités. Merci beaucoup. J'espère que ça pourra aider. C'est l'objectif en tout cas que les auditeurs et les auditrices qui passent par là, qui écoutent et qui sont confrontés à la maladie, aient un petit témoignage et puissent. C'est vraiment beau ce que vous nous avez livré, beau, mais en même temps c'est triste, mais c'est beau ce que vous faites et merci beaucoup. J'avais d'autres choses à annoncer, mais je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à rester informés sur nos actions, les actions de la coopérative Chibani, sur nos réseaux sociaux, donc la page Facebook Coopérative Chibani, Instagram. Et puis pour tout renseignement sur nos actions, vous pouvez m'appeler au 07 55 62 48 59.